Bonsoir à tous, il est 19 heures sur NATV. Ravi de vous retrouver pour Nactu, l'émission qui vous permet de décrypter autrement l'actualité de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, au programme, le témoignage du jour, témoignage assez fort dans le cadre de Movember. Il s'agit du témoignage de Noélie Michalet qui viendra nous parler de la dépression et du suicide chez les hommes, un sujet tabou dont il faut absolument parler en ce mois de novembre. On va également évoquer le dossier du jour. Il concerne la filière viticole en Nouvelle-Aquitaine, filière qui s'est réunie hier du côté de Bordeaux. Et bonne nouvelle, le millésime 2022 s'annonce plutôt bon, qu'il s'agisse du vin de Bordeaux ou du cognac. Et puis l'actualité politique de la région avec les interventions de vos députés et de vos sénateurs du côté du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg. Nactu, c'est parti. Et on débute donc avec le témoignage du jour. Vous le savez, régulièrement dans Nactu, on essaye de mettre la lumière sur Movember, puisque si j'ai la moustache qui pousse, c'est tout simplement parce que Movember est là pour mettre la lumière sur le cancer de la prostate chez les hommes, pour le cancer des testicules, mais aussi sur la dépression et le suicide chez les hommes. Il faut absolument profiter de ce mois de novembre pour lever les tabous et en parler le plus possible. Et pour en parler, nous avons un témoignage ce soir dans l'émission, témoignage très important, c'est celui de Noélie Michalet qui est avec nous, qui nous fait l'honneur de répondre aux questions de Nactu. Bonsoir Noélie. Bonsoir. On va rappeler l'histoire de Noélie. Noélie, vous étiez mariée avec un joueur de rugby, joueur du Rouen Normandie rugby, qui s'appelait Jordan Michalet et qui malheureusement s'est suicidé en janvier 2022 alors que tout semblait aller pour le mieux. Noélie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter cette histoire, même si je l'ai fait moi avec mes mots? Si je dis que personne n'a vu venir cet événement, est-ce que je me trompe avec le recul ou est-ce que j'ai bon? Non, non, effectivement, vous avez totalement raison. Jordan était très bien. Il traversait juste une petite phase de fatigue physique et morale, pardon. Mais il avait une carrière de rugby très bien. Il venait de re-signer pour 3 ans dans le club de Rouen Normandie. On s'était mariés il y a 3 ans. On venait d'apprendre la nouvelle que j'étais enceinte. Son rêve depuis des années, c'était de devenir père. Donc voilà, tout était au vert, tout allait parfaitement dans tous les domaines. Il traversait juste une petite phase de fatigue physique et morale, et puis comme tous les sportifs de haut niveau, une grande pression, mais vraiment aucun signe alarmant et aucun signe qui pouvait permettre malheureusement de prévoir ce qui allait se passer. Et c'est pour ça que c'est très important d'en parler, que ce soit en ce mois de novembre, c'est l'occasion, mais également tous les mois de l'année. Et d'avoir Noélie avec nous, c'est vraiment très important dans cette émission de Nactu, parce que Noélie, quand on pense rugbyman, d'autant plus rugbyman professionnel, en plus Jordan Michalet, on va pouvoir voir les images grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault, mais c'est ce qu'on appelle un beau gosse. Jordan, c'est quelqu'un qui avait vraiment tout pour avoir une vie satisfaisante, un joueur de bon niveau avec ce club de Rouen, même si la période était un petit peu délicate sur le plan sportif. C'est compliqué. Déjà que c'est un sujet tabou dans la vie de tous les jours pour les hommes, encore plus, Noélie, on le suppose, dans le milieu du sport et dans le milieu du rugby, où on est censé être viril, on est censé être intouchable, on est censé être des rocs. Oui, effectivement, déjà, tout ce qui est santé mentale chez les hommes en général, c'est quand même plus compliqué que chez une femme, mais d'autant plus dans le milieu sportif et notamment dans le rugby, où les joueurs ne se permettent pas du tout d'être faibles, d'être fatigués. Quand ils ont des blessures, ils continuent de jouer. Quand ils se prennent des gros chocs à la tête, ils continuent de jouer et ils ne sortent pas du terrain. Ils ne s'autorisent pas du tout à se plaindre. Pour eux, être fatigué, être plus faible, c'est une honte.
Et le fait de jouer aussi collectif, ils ne se permettent pas du tout d'abandonner l'équipe pour un match ou pour un entraînement. Donc malgré leur haute fatigue, leurs blessures, etc., ils s'autorisent jamais à aller moins bien parce que ils ont la loyauté, ce qui est beau à la base, de leurs coéquipiers. Mais du coup, quand ils vont mal, ils s'autorisent pas du tout à faire de pause. Et notamment dans le sport de haut niveau, hein, moi je connais particulièrement le rugby, mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. Ça va très vite, hein. Il suffit qu'une fois on soit fatigué ou qu'on ait une blessure, eh bien on peut vite perdre sa place et malheureusement une carrière peut se jouer sur 1 ou 2 matchs manqués. Donc il y a aussi la pression de s'absenter et de perdre sa place de sportif de haut niveau et ça peut aller très vite dans une carrière de rugbyman. Ouais, on n'a pas le droit d'être faible et surtout, déjà, les hommes, on a tendance à moins évoquer les sujets intimes entre nous. Alors, évidemment, chez des sportifs où il peut y avoir en plus dans un vestiaire de la concurrence, c'est compliqué. À cet effet, Noélie, on voit de plus en plus de clubs professionnels qui font appel dans leur staff à des préparateurs mentaux ou à des psys. D'ailleurs, pour prendre un exemple très proche de chez nous, à La Rochelle, ça a été le cas cette saison. Forcément, de votre avis à vous, c'est nécessaire et c'est une bonne évolution. Ah bah pour ma part, c'est essentiel. En fait, un rugbyman qui n'est pas bien dans sa tête, il va être forcément moins bon sur le terrain. Et malheureusement, les clubs engagent des professionnels de santé de plus en plus, mais c'est des professionnels qui vont quand même être beaucoup dans l'acquisition des performances et le développement des compétences techniques du sport. Donc c'est très bien, mais il faut vraiment plus prendre des personnes qui vont faire attention justement à la santé mentale, à la fatigue mentale. Et pour moi, tous les clubs de haut niveau et même on voit aussi des clubs de Fédéral 1, Fédéral 2 où les joueurs sont pas bien. Et pourtant, c'est pas des clubs de Pro D2 ou de Top 14, mais un joueur de rugby prend tellement à cœur son sport qu'il faudrait qu'il y ait vraiment des intervenants bon, bien sûr, plus en Pro D2, en Top 14, mais vraiment des intervenants qui seraient là à leur écoute et à qui pourrait confier tout à 100%, quelqu'un d'externe et qui va pas juger les compétences rugbystiques, mais qui va vraiment être là pour soutenir et épauler les... Est-ce qu'il faudrait aussi, on a vu Mathieu Bastaro en parler dans une autobiographie et sur les plateaux, je prends l'exemple de Mathieu Bastaro parce qu'il était, il est toujours rugbyman comme Jordan. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait plus de stars du sport à prendre la parole sur ce sujet pour lever encore plus les tabous et faire prendre conscience aux gens de ce sujet, Noélie? Bah, effectivement, le fait que ce soit des stars qui parleraient de ça aurait vraiment un impact très fort et justement, ça enlèverait, tous les tabous, qu'on peut avoir où, les gens ont tendance à se dire, «Ah bah, les rugbyman, ils vivent de leur passion, c'est extraordinaire, ils sont très chanceux, tout est génial, ils ont pas le droit de se plaindre» et justement, le fait que des stars, connues, dans la France et dans le monde entier, puissent parler des difficultés, de la pression, de la fatigue physique, mentale, de la concurrence qui est très rude, qu'une carrière du jour au lendemain, ce serait vraiment essentiel pour que tout le monde comprenne que bien sûr c'est très beau de vivre de sa passion du rugby, mais que derrière tout ça, il y a une forte pression et c'est très fatigant moralement et physiquement. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de stars qui prennent la parole et ce serait vraiment super si des personnes pouvaient le faire de plus en plus. Et vous êtes là aussi, Noélie, pour partager votre expérience et on vous remercie bien évidemment d'avoir accepté l'invitation de NACTU. Noélie, quel serait votre conseil pour les femmes, pour les proches, pour la famille des joueurs pour déceler certains signes avant-coureurs? Parce que dans le cas de votre mari,
Jordan, c'était compliqué. C'était quelqu'un de la vie générale qui avait toujours le sourire, qui était quelqu'un de solaire, quelqu'un de lumineux. Est-ce que vous auriez malgré tout quelques conseils à donner aux proches des joueurs de rugby, de foot, de tennis, de n'importe quelle discipline, et puis des amateurs aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bah, malheureusement, c'est très dur parce que c'est vrai que dans ce milieu, on a beau répéter, alors dans mon cas, c'était mon mari, mais on a beau leur répéter qu'ils sont fatigués, qu'ils ont des blessures, qu'il faudrait qu'ils prennent une pause. Malheureusement, ils s'y autorisent pas du tout, pas du tout. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est que alors moi, dans mon cas, il y a pas eu de signes et j'aurais malheureusement pas pu déceler quelque chose, hein, que ce soit moi, ses parents, ses amis proches, personne n'a rien vu. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est si on voit un proche qui est vraiment très 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 fatigué, qui a eu beaucoup de blessures, qui a eu beaucoup de chocs à la tête, parce que ça aussi on n'en parle pas beaucoup, mais malheureusement les chocs à la tête, ça peut engendrer aussi beaucoup de difficultés morales. Il faut absolument essayer de parler le plus possible, d'essayer que le joueur se confie. Et s'il n'a pas envie de se confier à des proches, ce que je peux comprendre qui est des fois compliqué parce que ils n'ont pas envie de faire de la peine, ils n'ont pas envie d'angoisser les proches et ils ont du mal à se confier, c'est vraiment de leur conseiller d'aller voir un psychologue, un professionnel de santé qui est spécialisé dans la santé mentale, et surtout de leur dire que c'est pas du tout une honte d'aller voir un spécialiste. Au contraire, parce que malheureusement dans notre société, surtout avec les hommes, ils ont l'impression que d'aller voir un spécialiste de la santé mentale, c'est une honte, que c'est une forme de faiblesse, que ça sert à rien. Mais non, effectivement, le mieux c'est vraiment d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et que ce n'est pas du tout une honte. C'est important de le rappeler, effectivement, tout le monde a des failles, que l'on soit un homme, une femme, un sportif ou un sportif professionnel ou amateur, et c'est important effectivement d'aller consulter quand on sent un problème. Comment on peut vous aider, Noélie, aujourd'hui, pour nos téléspectateurs qui seraient touchés par le témoignage ou qui seraient d'ailleurs tout simplement concernés par le sujet? On sait, vous l'avez déclaré récemment, que c'est devenu votre combat quotidien pour vous donner une raison de vous lever le matin. Comment on peut vous aider, Noélie, aujourd'hui? Déjà tout simplement en soutenant les gens qu'on aime, parce que des fois, voilà, la vie fait que on se consacre pas trop aux autres, entre le travail, les enfants, les tâches de la maison, et cetera. On a tendance des fois peut-être à oublier la personne avec qui on vit ou ses proches tout simplement. Donc déjà, voilà, n'oubliez surtout pas les gens que vous aimez, parce que c'est essentiel de se consacrer à ceux qu'on aime, et de pas oublier que ils peuvent avoir des problèmes ou des difficultés. Et puis la seconde chose, c'est vrai que Movember, c'est quand même un billet très fort, et c'est une association qui est très reconnue dans la France et dans le monde entier. Donc toutes les personnes qui veulent aller consulter toutes les actions de Movember et qui veulent participer justement à cette association, ce serait super. Parce que c'est une association qui justement est là pour la santé des hommes. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai aussi choisi d'être leur porte-parole, parce que justement avec cette association, ça met en valeur et tout ce qui est la santé des hommes et qui est des fois oublié. Donc voilà, si les gens peuvent aller voir toutes les actions que cette association fait, ce serait super. C'est très simple d'accès. En plus, vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Movember, vous allez voir, tout est très ludique, tout est très bien fait. En 2 secondes, vous pouvez organiser un événement, vous pouvez faire un don, vous pouvez en parler autour de vous, vous vous laissez pousser un petit peu la moustache, mais il n'y a pas que l'effet de mode, hein, au mois de novembre. Si on se laisse pousser la moustache, c'est aussi
pour mettre la lumière sur Movember et sur ce mois qui est consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, le cancer des testicules et la dépression et le suicide chez les hommes. Et puis là, on vient d'évoquer les sportifs avec Noélie, mais on le sait, on est dans un climat de plus en plus anxiogène avec les différentes crises, avec l'augmentation des prix, avec la guerre en Ukraine. Donc la dépression, ça peut toucher tout le monde à tout moment. Donc c'est très, très important d'en parler et on le fera le plus possible, nous, dans cette émission de Nactu. Et on remercie chaleureusement Noélie d'avoir été notre invitée aujourd'hui et d'avoir évoqué ce sujet. Merci beaucoup, Noélie. Merci à vous. C'était le témoignage du jour dans le cadre de Movember, le témoignage de Noélie Michalet. On vous rappelle la démarche toute simple à suivre. Si vous voulez soutenir la cause de Movember, vous allez sur le site de Movember, vous pouvez faire un don, vous pouvez créer ou organiser un événement. Après le témoignage du jour, place au dossier du jour. Hier, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouchot, a présidé du côté de Bordeaux les conseils de bassin viticole Bordeaux-Aquitaine et Charente-Cognac. L'occasion idéale pour faire un point sur les récoltes, sur la formation, sur l'emploi, l'attractivité des métiers des filières vinicoles, mais également aborder le sujet épineux sur l'approvisionnement en gaz pour la filière eau de vie qui, on le sait, aura besoin de gaz et qui va subir l'augmentation des prix. Concernant les récoltes 2022, de bonnes nouvelles puisque les filières cognac, pinot des Charentes et vin IGP charentais estiment que la récolte est satisfaisante et ce malgré les aléas climatiques importants rencontrés cette année. On pense à la sécheresse, on pense à la canicule, on pense au gel ou à la grêle. Les vendanges et les vinifications se sont bien déroulées et la qualité des différents vins est maîtrisée. Concernant le vin de Bordeaux, cette fois, le millésime 2022 est beaucoup plus faible en quantité, mais ne perd pas en qualité, puisque les viticulteurs estiment que ça s'annonce excellent en termes de qualité, et ce, quelles que soient les couleurs. On écoute d'ailleurs un témoignage, celui de Franck Terral, viticulteur en Gironde au château Moulin de Péronin. Il est lui aussi satisfait de ce millésime 2022. Je pense que, de manière générale, quand on discute avec les autres confrères vignerons, on est tous agréablement surpris par la qualité qui, à mon avis, est assez exceptionnelle. Les rendements, comme on pourrait craindre, sont... Alors, il y a un peu de tout, forcément, mais sont un peu en deçà de ce que l'on attendait. En gros, en grande partie à cause du manque de pluie. Nous, on voyait un millésime beaucoup plus prometteur en termes de quantité. Moi, je pensais faire un peu plus que ce que j'ai. Finalement, on va arriver à entre 40 et 45 hecto-hectares pour un rendement moyen de 50, on va dire. Chose qui est quand même pas trop mal, mais on s'attendait à faire largement plus. Mais franchement, ça sera pas trop mal. Et alors, quant à la qualité, elle est vraiment d'un niveau assez élevé. Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire. Le vin, il a 3 semaines pour les plus vieux, pour les plus vieilles cuves. Mais je pense qu'on s'achemine vers un millésime de qualité, voilà. Franck Terral, propriétaire du château Moulin de Péronin, du côté de la Gironde, du côté de l'Entre-deux-Mers précisément. Et c'est une bonne nouvelle pour toute la filière viticole de la région Nouvelle-Aquitaine. Un optimisme donc partagé par tous les professionnels avec cette réunion hier organisée par la préfète de la région, Fabienne Bouchot. Dans un instant, on va parler politique avec les interventions de vos députés et de vos sénateurs du côté du Sénat et de l'Assemblée nationale. On se retrouve dans un instant pour Nactu, l'émission qui continue, comme d'habitude, jusqu'à 20h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. De retour dans Nactu comme tous les soirs de 19h à 20h du lundi au vendredi sur NATV. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, on passe à l'actualité politique de la région Nouvelle-Aquitaine avec les interventions des députés et des sénateurs de la région. On va débuter du côté de l'Assemblée nationale. Un seul député néo-aquitain a pris la parole et est monté au perchoir mardi lors des traditionnelles questions au gouvernement. Il s'agit du député de la Charente-Maritime, Olivier Falorni, qui a souhaité aborder le sujet des dérives sectaires. On écoute tout de suite l'intervention d'Olivier Falorni.
La parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de la Citoyenneté, le séparatisme est un danger majeur pour notre République. Il y a bien sûr le séparatisme islamiste, mais il y a un autre séparatisme, c'est le séparatisme sectaire. Le rapport de la Miviludes qui vient d'être publié doit tous nous alerter. Plus 33% en un an de signalements pour dérives sectaires. Alors on y retrouve ceux que j'appelle les empires de l'emprise, c'est-à-dire ces sectes multinationales qui sont de véritables États dans l'État, à l'image de la scientologie, et qui ne cessent de développer en France comme ailleurs leur vaste entreprise d'asservissement mental et financier. Mais en parallèle, on observe la prolifération de groupuscules conspirationnistes avec des gourous ubérisés qui recrutent leurs victimes sur les réseaux sociaux et qui ciblent, depuis la pandémie, les domaines de la santé et du bien-être. Alors, dans tous les cas, les conséquences sont les mêmes. Escroquerie, abus sexuels, traumatisme psychologique et parfois même décès. Car quand ces gourous 2.0 incitent, par exemple, à remplacer la chimiothérapie par des jus de légumes ou à se nourrir uniquement d'air et de lumière, je n'invente rien. Alors oui, on peut véritablement parler de criminalité. Madame la Ministre, je vous sais attentive à ce sujet. Alors qu'entendez-vous faire contre ce séparatisme sectaire qui bafoue les valeurs de notre République et qui s'attaque aux plus vulnérables de nos concitoyens? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Falorni. Effectivement, le rapport de la Miviludes a mis en lumière l'évolution inquiétante, l'évolution quantitative d'abord, avec 4000 signalements dont on sait très bien que la plupart passent sous les radars, que c'est la partie émergée de l'iceberg, avec une évolution inquiétante sur un an, plus 33%, plus 86% sur les 6 dernières années. Donc une évolution quantitative inquiétante et vous l'avez dit, une évolution aussi sur les modalités d'emprise extrêmement inquiétante. On a les multinationales et ces multinationales continuent à être scrutées, suivies par la Miviludes, par le ministère de l'Intérieur, la Scientologie, les témoins de Jéhovah. Il y a eu des condamnations, exercice illégal de la pharmacie, escroquerie en bande organisée pour ce qui concerne la Scientologie. Mais on a effectivement en parallèle tout un tas d'autres gourous 2.0 qui sont sans doute plus difficiles à suivre, en tout cas qui doivent faire évoluer également nos modalités de réponse. C'est la raison pour laquelle, et ce sera une première, des assises des dérives sectaires et du complotisme seront organisées en début d'année prochaine, de manière à mettre tous les acteurs qui sont concernés autour de la table, non pas simplement pour s'écouter, mais pour mettre en place un plan d'action réel pour travailler à la fois sur la manière dont on signale, la manière dont on découvre et dont on accompagne les personnes qui sont concernées, qui sont pour la plupart sous emprise, que ce soit une emprise physique, une emprise psychologique, une emprise parfois financière, et puis de voir, parce qu'on a vu les difficultés qu'on a rencontrées sur l'église de Scientologie et son installation à Saint-Denis, peut-être éventuellement voir s'il doit y avoir des évolutions législatives pour nous permettre d'avoir tous les outils sur le sujet. Merci. Je vous remercie. C'était Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime, qui est intervenu ce mardi à l'Assemblée nationale. On va effectuer le court chemin entre le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg pour cette fois s'intéresser aux interventions des sénateurs de la région Nouvelle-Aquitaine avec la séance qui a eu lieu hier du côté du Sénat. Première intervention à venir, celle de Monique Demarco, qui est la sénatrice de la Gironde. Elle a abordé le sujet de l'organisation des événements culturels en marge des Jeux Olympiques de Paris 2024. Monique Demarco, dans Actu. La parole à notre collègue Monique Demarco pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre, parlons festival. J'avoue être un peu perdue. Je ne sais plus si je dois m'adresser au ministre de l'Intérieur ou à vous, Madame la Ministre de la Culture.
Pourquoi ? Le 25 octobre, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a présenté le dispositif de sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Près de 45 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés de juillet à septembre. Face à l'ampleur de ce dispositif, il a évoqué, je cite, « la possible annulation ou le report de tous les événements en France qui demandent des unités de force mobile ». À l'heure des programmations, les organisateurs de festivals, les syndicats, les centaines de milliers de travailleurs du secteur et les millions de spectateurs s'inquiètent. Faute de services de sécurité suffisants, les festivals seront-ils sacrifiés pour les Jeux olympiques ? Les festivals sont l'image de la France et de son exception culturelle. Ils garantissent une offre culturelle diversifiée dans l'ensemble du territoire en attirant des millions de personnes. Leurs retombées financières sont également conséquentes. Par exemple, les Francopholies de La Rochelle génèrent 11 millions d'euros, le Festival d'Avignon 50 millions d'euros et les Fêtes de Bayonne attirent chaque année 1 million de personnes. Si l'activité financière festivalière est annulée, qui assurera les conséquences financières ? L'annulation ou le report serait catastrophique pour un secteur qui peine à se remettre de la pandémie. La culture ne doit pas être une nouvelle fois la variable d'ajustement de décisions nationales. Vous avez tenu une réunion avec les acteurs de la filière le 2 novembre qui n'a pas permis de répondre à leurs inquiétudes. Vous n'avez apporté ni solution ni réponse. Il ne suffit pas, Madame la Ministre, de dire que vous êtes consciente des enjeux. Nous voulons savoir qui sera concerné, quand, comment et dans quelle mesure. Comme tous les acteurs du spectacle vivant et de la musique, nous attendons des réponses claires et des engagements. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice de Marco. Vous avez raison de dire que la France est une terre de festivals, que c'est une partie importante de l'ADN culturel de la France, notamment l'été. Et vous avez raison de mentionner toutes les retombées économiques pour les territoires qui sont majeures. Mais nous savons aussi que l'organisation des Jeux Olympiques, c'est un moment exceptionnel, hors norme. C'est une fois par siècle. Ça va être un grand moment festif et populaire qui nécessite une organisation hors norme et évidemment une sécurisation particulièrement renforcée. Or, les festivals aussi ont besoin d'être sécurisés. Les festivals mobilisent, pour les très très grands festivals qui mobilisent des dizaines de milliers de personnes, des unités de force mobile. Donc le travail que nous sommes en train de faire avec Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, c'est ce travail fin au cas par cas des situations les plus impactées pour chercher les solutions, pour voir comment concilier le mieux possible cette vitalité culturelle des festivals et les nécessités de sécurisation pour eux comme pour les Jeux Olympiques. Mais il y a aussi l'enjeu des moyens techniques, des personnels, des tensions sur les bénévoles, sur les transports des spectateurs. C'est un ensemble de paramètres en réalité qui impactent les festivals et qui nécessitent un travail au cas par cas, phase par phase avec les professionnels. Vous l'avez dit, je les ai reçus assez longuement. Je poursuis le travail en bilatéral, si je puis dire, avec chacun d'entre eux et avec leurs syndicats, leurs organisations professionnelles. Nous sommes en train, dans les semaines qui viennent, nous verrons se dessiner certaines solutions et je pourrais vous en faire part. Nous sommes pleinement conscients de cette nécessité de concilier la force des Jeux Olympiques et la force des festivals. Après Monique de Marco, sénatrice de la Gironde, autre intervention néo-aquitaine, celle du sénateur de la Vienne, Bruno Belin, qui a interpellé le ministre de la Santé, François Braun, sur le sujet épineux de la pénurie de médicaments. On l'écoute. La parole est maintenant à notre collègue Bruno Belin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, la France est à sec d'argent, à sec d'eau, à sec d'électricité, à sec de gaz, à sec de nucléaire, à sec de médecins et maintenant à sec de certains médicaments. Spasfon et Gaviscon, nous cherchons. Amoxicilline et paracétamol aussi rares que le pétrole. En cette épidémie de bronchiolite, c'est dramatique. Ce sont pourtant des médicaments matures, peu onéreux et essentiels tout au long de l'année. Alors ma question, Monsieur le ministre de la Santé, est aussi simple qu'elle inquiète les professionnels de santé et les patients.
quelle est votre stratégie pour que la France puisse retrouver sa souveraineté sur les produits de santé? Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bruno Belin, le Président de la République a fixé un cap lors du Conseil stratégique des industries de santé de 2021, réindustrialiser, garantir notre capacité d'approvisionnement et notre souveraineté, tout en maintenant un taux de croissance de l'industrie du médicament supérieur à 2%. Nous avons deux enjeux: favoriser l'innovation, soutenir l'accès aux médicaments innovants, mais aussi maintenir l'accès à des médicaments plus anciens, mais particulièrement utiles. Vous parliez du paracétamol. C'est bien sûr un enjeu majeur de santé publique. À ce titre, des obligations ont été renforcées pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, des obligations au niveau du volume des stocks, des obligations également au niveau des moyens et des dispositifs d'alerte en cas de crainte de rupture. Toutefois, et je vous rejoins, nous connaissons en ce moment des tensions liées à la reprise Covid sur certains médicaments, plus que sur certains médicaments, sur certaines formes de médicaments. Vous parliez de l'amoxicilline, en particulier le sirop. L'amoxicilline est difficile d'accès alors que les autres formes d'amoxicilline sont facilement accessibles. Vous évoquiez la bronchiolite. J'en profite et je suis obligé dans cette semaine de l'antibiorésistance de bien préciser que la bronchiolite est une maladie virale sur laquelle il ne faut pas donner d'antibiotiques au risque de développer l'antibiorésistance. Je suis bien sûr ces situations en temps réel avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, situations qui sont complexes et j'ai demandé toute la transparence aux industriels. Il est difficile de faire la part des choses entre la déficience de produits actifs et la déficience justement de capacité d'emballage, que ce soit le verre ou que ce soit le carton. Nous avons un plan, comme vous le savez, pénurie. Je ferai bientôt le point là-dessus. En ce qui concerne le développement d'une filière française de l'industrie du médicament, voulu là aussi par le Président de la République, je vous rappelle que dans le cadre du plan France 2030, 7,5 milliards d'euros ont été mis dans cette filière. À titre d'exemple, et vous parliez du paracétamol, l'année prochaine ouvre en Isère une usine qui va produire 10 000 tonnes de paracétamol par an, pouvant couvrir largement le marché français. Je vous remercie. Merci. Monsieur Belin. Je prends acte de votre réponse, Monsieur le ministre. Et je pense que vous-même et votre collègue Agnès Firmin-Le êtes de bonne volonté. Mais le sirop-typhon, c'est fini. À vouloir asphyxier le médicament et surtout son prix, Bercy, depuis des années, a tué une industrie nationale stratégique. Le coût de la panne du Doliprane est révélateur d'une France exsangue. La réalité, c'est Sanofi incapable de faire un vaccin. La réalité, c'est des médicaments contingentés tous les matins. La réalité, c'est un accès plus compliqué à la santé. C'est une récession indiscutable de la puissance santé de la France. La mascarade des masques a illustré de façon insoutenable cette impuissance, cette faiblesse. Il faut réindustrialiser la France, car aujourd'hui, ce sont des médicaments qui manquent. Le combat pour la santé et donc celui pour la vie passe par là. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'était Bruno Belin, le sénateur de la Vienne, dernier intervenant politique ce soir dans Actu. Actu, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation, Clément Darbieux à l'édition de cette émission. Dans un instant, place au Nasport Show avec deux invités exceptionnels. Marie-Laure Lafargue, la présidente de Basketland, qui a malheureusement perdu pour la 6e fois en 6 matchs depuis le début de la saison. On évoquera le bilan avec la présidente de Basketland et on reviendra sur l'engouement exceptionnel autour de cette équipe qui, malgré les résultats sportifs décevants, fait toujours le plein du côté de l'espace Mitterrand. Et puis on aura l'ancien international français Steve Savidan qui aujourd'hui est ambassadeur de VO Technologies. On évoquera ce nouveau rôle avec lui. On évoquera un rendez-vous ce week-end du côté des Pyrénées-Atlantiques avec Steve Savidan. Et puis il fera évidemment le point sur la liste de Didier Deschamps qui est tombée hier. Il évoquera également la Coupe du Monde de rugby. Bref, vous allez vous régaler pour les amateurs de sport. Tout de suite, le Nasport Show. Pour les autres, je vous souhaite une très bonne soirée sur NaTV, évidemment.